Bonjour à tous. Bienvenue pour cette table ronde sur le Made in France. Il y a beaucoup de choses à dire. On vous a déjà abreuvé de pas mal de chiffres, j'imagine, depuis ce matin. On va vous en donner d'autres. La Silver Economy, c'est 60 milliards d'euros de valorisation, et pas que sur la santé. C'est l'habitat, c'est la nutrition, c'est les loisirs, c'est l'habillement, c'est surtout. 2030, c'est 20 millions de plus de 60 ans, 20 millions de personnes de plus de 60 ans. Plus de 60% des dépenses sont des dépenses faites par des seniors. Alors pour y voir plus clair et pour parler de ce domaine, eh bien, je vous propose d'accueillir Camille Corfat, qui est la créatrice de Bocolila, Isabelle Dufour, déléguée générale de Gérondif, Romain Gano, directeur général de Silver Valley, Rodolphe Hasselvander, fondateur de Blue Frog Robotics, Rémi Rivori, président d'AMR Concept, et enfin Alexis Roche, PDG d'Assystel. Bonjour à tous les 6. Bonjour. Alors, il faudra bien parler dans le micro parce qu'il y a du bruit, du monde, etc. Bonjour. Comment les secteurs se transforment, comment les entreprises pensent utiliser, justement, peuvent utiliser tous ces chiffres que je viens de vous donner. Rassurez-vous, ça marche normalement. Il ne faut pas taper dessus, ça va être cassé. Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser tous ces chiffres pour innover, pour créer des emplois et contribuer au rayonnement de l'industrie en France et à l'international. Isabelle, il y a des moyens d'être accompagné, quand même. Oui, alors bonjour, Isabelle Dufour, je suis la déléguée générale du Gérontopole d'Île-de-France, mais en fait aujourd'hui, je représente l'Union des Gérontopoles de France. Il faut peut-être rappeler ce que c'est qu'un gérontopole, parce que justement... Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet qui va essayer de se faire connaître encore plus à vos côtés ? Donc les gérontopoles, alors le premier il est né en 2007 à Toulouse à l'initiative du professeur Bruno Velas, et depuis quasiment tout le territoire est en train de se couvrir de gérontopoles. Vous avez toujours un gérontopole près de chez vous. Donc un gérontopole, c'est 3 choses. Déjà, la première chose, un ancrage territorial. C'est pour cela qu'aucun gérontopole ne ressemble à celui de la région d'à côté, puisque les problématiques, les acteurs, les forces en présence ne sont pas les mêmes. C'est aussi un réseau qui permet de créer des synergies entre tous les acteurs de terrain, les acteurs de la recherche, les acteurs du soin, de l'accompagnement, du domicile, les acteurs du monde de l'entreprise, on y vient, qui tous ensemble travaillent de concert ensemble pour accompagner la transition démographique. Et dernière chose, un gérontopole, c'est aussi un regroupement, une concentration d'expertise autour de l'accompagnement de la transition démographique qui est le vrai enjeu de notre siècle, avec des compétences de médecins, de cliniciens, de biologistes, d'ingénierie pédagogique, de chercheurs en sciences humaines et sociales, puisque la problématique du vieillissement étant très holistique, très globale, il faut que toutes les forces en présence s'allient pour travailler sur ce sujet. On va essayer d'être hyper concret. Comment vous accompagnez les entreprises, vous ? Alors, les gérontopoles, nous accompagnons les entreprises à différents stades. Déjà, sur la connaissance, alors avec d'autres partenaires, hein, j'ai à ma gauche, à ma gauche, par exemple, Silver Valley en Île-de-France. Nous, on travaille beaucoup avec Silver Valley parce qu'on travaille beaucoup sur les preuves. Preuve de viabilité déjà entrepreneuriale, donc il faut qu'on s'assure à chaque fois, et ça c'est vraiment la partie par exemple de Silver Valley, que déjà les entreprises sont viables et qu'il y a un marché qui existe, qu'il y a une désirabilité et un potentiel de développement de ces entreprises. Ensuite, on va aussi apporter des preuves d'efficacité, d'impact clinique. Est-ce que ma solution, elle évite la solitude ? Est-ce qu'elle évite les chutes ? Est-ce qu'elle réduit, puisqu'il y a aussi une dimension médico-économique, est-ce qu'elle va réduire les dépenses de santé ? Est-ce qu'elle va réduire les incidents cardiovasculaires, etc. Améliorer les résultats en termes de mémoire. Et puis aussi des impacts en termes d'usage. Donc on va pouvoir vous aider à travailler sur l'implémentation des solutions avec nos équipes en sciences humaines et sociales. Vérifier aussi que les solutions sont acceptables sur le long terme. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'études longitudinales. Et puis, tous les gérontopoles, nous sommes très sensibles aussi à la dimension éthique. Est-ce que la solution est respectueuse de la dignité de la personne ? Est-ce qu'elle promeut son autonomie ? Et est-ce qu'elle renvoie une image positive, valorisante de la personne âgée ? Et est-ce que, surtout, la solution est accessible au plus grand nombre ? C'est la question de l'équité d'accès
au progrès que vous portez, vous les entreprises. Donc si je résume, en gros, quand on est une boîte dans la Silver Economy, on va vous voir, on est accompagné, on peut faire tester ces idées, ces projets. Voilà, alors certains gérontopoles ont des Living Labs, nous on en a un qui est mobile, d'autres régions comme la Normandie a un Living Lab fixe, pareil en Nouvelle-Aquitaine, on a tous des méthodes un peu différentes, mais à chaque fois qui s'adaptent aux besoins des entrepreneurs locaux et nos réponses, elles évoluent aussi en fonction de vos besoins. Nous sommes hyper agiles, c'est pour ça qu'on a été créé pour retrouver de la souplesse et pouvoir vous accompagner en fonction de vos besoins. Donc ça peut être de la formation qu'on peut vous apporter, ça peut être des études pour devenir un peu plus costaud, solide, robuste scientifiquement, pour devenir dispositifs médicaux. C'est aussi pour vous aider à pénétrer dans des univers qui sont assez fermés comme l'hôpital, les EHPAD, les services à domicile, l'HAD, certains SAD. On vous ouvre aussi des portes puisque c'est notre réseau et souvent nos membres fondateurs qui peuvent vous ouvrir leurs portes. C'est bien de vous avoir tous les deux. Romain, avec Silver Valley, comment vous accompagnez les entreprises, vous aussi concrètement? C'est quoi Silver Valley? Oui, bonjour et merci. Je vais peut-être recommencer par raconter l'histoire de Silver Valley, qui est une histoire de Made in France sur la transition démographique. Bon, t'as 3 heures, tu peux y aller. Voilà. Je vais le faire en 10 minutes. Non, plus sérieusement. Silver Valley, c'est un cluster d'entreprises, c'est-à-dire une association d'entreprises qui se sont regroupées il y a plus d'une quinzaine d'années sur un territoire pour créer des produits, du service, de la valeur économique sur le champ du bien-vivre. L'ambition, ça s'appelle Silver Valley, c'était une private joke, une analogie aussi à la Silicon Valley, en disant sur un territoire, on peut créer de l'entrepreneuriat. L'emploi Silver Economy n'est pas délocalisable. Les solutions pour bien vivre se trouvent sur les territoires et il y a un vrai savoir-faire dans nos entreprises qui aujourd'hui s'exportent à l'étranger. Concrètement, Silver Valley travaille sur les preuves. Je partage avec le Girondif le discours sur la preuve. Notre sujet, nous, c'est la preuve économique. C'est-à-dire comment on accompagne la création de business models robustes, de solutions qui répondent aux envies des gens et comment on accompagne ces entreprises à devenir pérennes. Innover, c'est bien. On peut mettre une puce 5G sur un grille-pain, ça fait un grille-pain connecté. Est-ce que c'est de l'innovation? J'en suis pas forcément persuadé. Nous, notre sujet, c'est de regarder cette innovation, comment elle peut répondre à un besoin des personnes et qui est en capacité de l'acheter. Le secteur médico-social, mais aussi souvent, on l'oublie, le retraité lui-même peut financer. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est des boîtes, c'est des entreprises qui sont déjà créées, qui doivent venir te voir, ou est-ce qu'elles existent depuis 5 ans? On fait le grand écart chez Silver Valley, c'est-à-dire on a une centaine de startups partout sur le territoire en France que nous accompagnons. Certaines se sont créées depuis 3 jours, certaines ne sont même pas encore créées. D'accord. Et de l'autre côté, on a des ETI, des PME qui existent depuis 5 ans, 10 ans, ou des grands groupes internationaux comme Samsung, Google, des grands groupes de la tech ont un enjeu sur le bien-vivre. On accompagne et on challenge les projets entrepreneuriaux de chacun de ces acteurs-là de la même façon, avec des mêmes questions sur votre compréhension du sujet, votre compréhension du business model. Est-ce que vous avez besoin de mise en relation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer une offre qui va être pérenne dans le temps? Parce qu'expérimenter tous les 6 mois avec un nouvel acteur, ce n'est pas un business model pérenne quand on veut créer une entreprise. Donc on accompagne et on travaille avec des acteurs de territoire, donc partenariat avec des gérontopoles, partenariat avec des living labs, partenariat avec des grandes écoles dédiées à l'innovation. Et c'est la force. Et si on se dit premier écosystème d'innovation en France, c'est parce que on est l'acteur qui a le plus d'entreprises en adhérents et qui a aussi un réseau de partenariat sur le territoire qui peut répondre à l'ensemble, encore une fois, de la chaîne de cette preuve de valeur. Donc ça veut dire qu'une entreprise elle vient pitcher son projet ou son service? On est une association, format associatif. Les entreprises adhèrent à Silver Valley, pitchent leurs projets. Et nous, en fonction de leurs projets, déjà, on les challenge. On a une expertise depuis 15 ans. Silver Valley a vu 2500 projets d'entreprises dédiées à la transition démographique depuis 15 ans. Personne sur le territoire n'a aujourd'hui l'ensemble de ces métriques-là. Aujourd'hui, l'entreprise pitch son projet et on regarde comment on peut l'accompagner. Si son sujet il est vraiment recherche, un lien avec un gérontopole. Des fois, son sujet, c'est challenger son business model, comprendre le marché. On a une petite spécificité en tant que cluster, c'est qu'on a aussi des retraités bénévoles qui travaillent avec nous. Depuis 2018, on a dit pas d'innovation pour les seniors sans les seniors. Donc, on peut faire aussi pitcher des startups devant des retraités. La startup arrive à une idée, donc moi j'ai un sujet pour les retraités, on a 10 retraités, c'est pas un focus group représentatif, c'est pas un living lab, par contre demande-leur ce qu'ils en pensent. Et les résultats sont assez fascinants des fois. Quand des retraités de 80 ans disent à un entrepreneur, cette solution elle n'est pas pour moi, elle est pour les plus vieux, l'entrepreneur au bout d'un moment il dit mais est-ce que j'ai bien pensé mon marché? Il n'y a rien de mieux que l'expérience utilisateur, on est d'accord. Alors là à la table, en fait, on a 4 entrepreneurs
Camille, quand vous entendez ça, quand vous savez qu'il existe ça, d'abord, est-ce que vous saviez que ça existe? 2, quand vous entendez tous ces chiffres, est-ce que ça vous donne envie de continuer? Vous avez créé récemment, vous. Il faut que je rallume mon micro vous ou on parlez m'entend? bien. On m'entend? Bien me lever, merci. On m'entend. Oui, je savais que ça existait. J'ai un peu tardé à rejoindre l'écosystème Silver Valley parce que moi j'ai 2 mots sur mon projet. Rapidement, bien sûr. Je développe les petits pots Bocolila. En fait, c'est de l'agroalimentaire. C'est l'adaptation du concept du petit pot, mais pour les adultes, pour les seniors, les gens malades qui ont des difficultés de déglutition. Et du coup, dans un premier temps, moi j'étais beaucoup axée sur des études terrain, des tests, des allers-retours sur les recettes qui étaient réalisées et sur la perception des usagers. Alors j'aurais pu m'intégrer au sein peut-être d'un gérontopole pour les Living Labs dont vous parliez tout à l'heure, peut-être pour les clubs. Alors, je ne sais pas si des clubs, mais les retraités qui ont rejoint Silver, ça je l'ai appris plus tard, donc ça aurait été une occasion peut-être de faire des essais supplémentaires et de conforter ma démarche. Mais en fait, je n'avais pas souhaité rejoindre tout de suite l'écosystème parce que en fait, je ne voulais pas qu'il soit automatiquement étiqueté Silver Senior, puisque mon produit s'adresse aussi aux personnes porteuses de handicap, aux gens malades ou à d'autres types de problématiques. Malgré tout, étiqueté Made in France, entre guillemets, avec des produits locaux. Alors pourquoi Made in France? Pourquoi je suis attachée à ça? Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de remue-ménage dans l'actualité avec les agriculteurs. On sait que c'est très compliqué pour eux de s'en sortir. Et du coup, le fait de fabriquer des produits agro avec un sourcing qualitatif, local, français de préférence en majorité, avec une naturalité la plus importante possible, ça permet à tout un tas de personnes de se dire je peux vivre de mon boulot, de mon métier, je peux trouver des débouchés auprès de l'industrie agroalimentaire aussi, et on n'est pas obligé de se dire que la nourriture, le fait de se nourrir, c'est une variable d'ajustement du budget des ménages. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase célèbre de Michel-Édouard Leclerc qui dit les Français, ils ne veulent pas payer cher leur bouffe. Je suis désolée, mais dans 10 ou 15 ans, quand il n'y a plus de paysans, quand il n'y aura plus d'agriculteurs, on verra que la nourriture, c'est central dans la vie. Donc moi, je trouve que c'est une question qu'il faut défendre maintenant, tout de suite, en accordant une importance particulière au sourcing, à ses fournisseurs, à la qualité de ses produits. Parce qu'à la fois, on propose quelque chose de qualitatif à ses clients, mais en plus, on permet à tout un tas de personnes de vivre correctement, décemment de leur métier. C'est pas si facile de produire en France, de fabriquer en France. Rémi, par exemple, vous avez peut-être des choses à dire sur le Made in France. Oui, un petit peu. Bonjour, Rémi Rivori, donc je suis le directeur d'AMR Concept, société spécialisée dans le maintien à domicile pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap. J'ai créé cette société en janvier 2010, donc elle a 15 ans dans pas longtemps. Le but de cette société, c'était vraiment de créer du maintien à domicile et de trouver des solutions innovantes et de tout fabriquer en France. C'était mon leitmotiv et tout ce qui me motivait le plus. J'ai commencé d'abord par le handicap avant de passer dans le monde du senior. On a fait pas mal de résidences seniors et d'aménagements comme ça. Et notre plus grande fierté, sont quand les résidences seniors nous expliquent, les dirigeants de résidences seniors, que leur restaurant au rez-de-chaussée ne tourne plus parce que les cuisines donnent de l'autonomie aux personnes et qu'ils peuvent faire à manger directement dans leur appartement. Donc certaines résidences seniors ne veulent plus travailler avec nous de ce fait-là, mais pour nous c'est une victoire, c'est ce qu'on voulait, du vrai maintien à domicile. Je ne connaissais pas très bien la Silver Valley, les Gérontopoles 6, j'ai travaillé beaucoup avec le Gérontopole de Saint-Étienne. J'ai travaillé aussi beaucoup avec d'autres collaborateurs ici du handicap, avec l'ambassade du Danemark et d'autres ambassades qui nous ont pris par la main et emmenés pour découvrir d'autres choses en tant que produits français et essayer de nous importer des produits du Danemark, il ne faut pas rêver. Il y a plein de choses à faire, il y a des barrières, il ne faut pas se dire que tout est facile, c'est pas vrai. De faire connaître un produit, moi ça fait 15 ans, j'ai décidé de ne pas forcément passer par des associations qui vont promouvoir. Pour l'instant, j'ai décidé que l'entreprise ne soit pas une start-up comme tout le monde essayait de le dire. Parce qu'en fait, le principe, c'est vous appuyez sur un bouton, le plan de travail monte, descend, et tous ces produits-là sont fabriqués vers Saint-Étienne. Donc ça rend de l'autonomie, c'est la cuisine 2.0, peut-être. Mais en fait, c'est une cuisine qui est accessible, qui est finançable, qui existe depuis 40 ans dans les hôpitaux, en centre de rééducation,
Moi, j'ai simplement pris ces produits-là, adaptés pour les particuliers, et dit, finalement, vous pouvez acheter ça. Et pour pas, comme vous venez de le dire à l'instant, mettre des étiquettes sur la tête des gens, vous êtes senior, vous êtes en situation de handicap, etc. Mon but, c'était de dire, je veux que ce soit vendu par tout le monde. Donc des grands groupes comme Mobalpa, comme le groupe Schmitz, comme d'autres groupes d'agencement. Et avec la particularité que quand ils achètent un produit chez nous, ils sont obligés de faire valider par notre bureau d'études, s'ils veulent le produit, la faisabilité, l'installation, et que ce ne soit pas de la vente à faire pour une personne âgée ou une personne en situation de handicap, mais que ce soit vraiment un plus pour eux pour le maintien à domicile. Mais Rémi, on va être d'accord, ça vaut $1 million, ce genre de cuisine, alors que si on l'achetait en Chine, ça vaudrait un peu moins cher. Et quand je dis on, c'est pas forcément le particulier qui parle, c'est les entreprises. On est d'accord. Alors, il faut quand même mettre les pieds dans le plat un petit peu. C'est un grand débat. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un produit qui vient de Chine et qui est importé par des voies ferrées qui passent par la Russie, qui sont livrées en Allemagne, on peut se faire livrer des mécanismes chinois en moins de 15 jours en France. C'est ennuyeux, c'est très ennuyeux, parce qu'auparavant, c'était des containers. Le Covid avait bien mis une belle barrière, c'était impeccable, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, on voit des produits arriver, on voit des solutions technologiques arriver qui sont un petit peu inquiétantes pour nous, parce qu'on aime bien fabriquer en France. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites dans toute l'Europe. Notre leitmotiv, c'est de dire on veut fabriquer en France et en Europe pour les produits qu'on ne peut pas maintenir en France. Mais effectivement, on est en train de se faire... Pas envahir, mais plein de produits sont en train d'arriver de plein de sens différents et on ne peut pas les oublier parce que tant qu'un produit qui vient du bout du monde pollue autant qu'il veut pour arriver jusqu'à chez nous et que nous on dit non, il vaudra le même prix dans le commerce, moi personnellement, je suis obligé de me poser la question pour le bien de mon entreprise et le maintien à domicile de tout le monde, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter en Chine pour que les 20 millions de personnes âgées puissent avoir un logement adapté? Je ne pense pas que ce soit la vraie réponse. Parce qu'on crée de l'emploi, on crée plein de choses en France, mais tant qu'on ne relie pas l'ensemble des problématiques, ça me semble un peu bloqué. On est d'accord. Rodolphe, pas facile de produire en France. Vous n'êtes pas venu tout seul. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, Rodolphe Assel-Vander, je suis le fondateur de Blue Frog qui conçoit ce petit robot. Puis je suis très content d'être à côté de Romain parce qu'on parlait de Silver Valley. J'ai eu la chance de faire d'être parmi ceux des membres fondateurs de Silver Valley, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, ravi de voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Et c'est très content d'être là, en tout cas, à tes côtés. Donc, nous, chez Blue Frog, on incarne l'intelligence artificielle dont on parle tant dans un robot émotionnel qui s'appelle Buddy. Et donc, on fait ce qu'on appelle des robots for good, donc des robots qui vont aider, assister les gens dans leur vie quotidienne. On a déployé plusieurs milliers de robots déjà, principalement en France, mais aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, on est beaucoup parti sur l'éducation, sur l'inclusion d'enfants malades qui ne peuvent pas suivre les cours, donc ils suivent les cours à distance avec notre robot, sur l'inclusion d'enfants autistes aussi. Grâce au robot, ça leur permet d'améliorer leur capacité d'interaction avec les autres. Et ce qui était à l'origine de la création de la société, la Silver Economy, et donc l'assistance aux personnes âgées. Et donc avec ce petit robot, on vise à aider des seniors isolés, en perte d'autonomie, à pouvoir rester chez eux plus longtemps dans de bonnes conditions, avec un robot qui va être leur compagnon, qui va rompre la solitude. On parle d'IA générative en ce moment. Grâce à ça, on peut avoir... mettre sur la table, que tout le monde le voit. Mais ça va masquer, cacher Romain. Voilà. Donc oui, voilà, on parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle générative, de chat GPT, etc. Ce qui est génial, c'est que grâce à ça, on va pouvoir, avec un robot comme ça, discuter avec un senior isolé qui parle avec personne pendant des semaines, des fois, voire plus. Et donc, il va pouvoir faire de la stimulation cognitive, etc. Bien sûr, gérer la sécurité, envoyer des alertes quand il y a un problème et favoriser le lien social. Ça rompt l'isolement, en fait. Exactement, parce qu'on peut se connecter sur le robot à distance, et on peut partager des photos, etc. Donc voilà, c'est vraiment un compagnon. On va le calmer 2 minutes. Voilà. Donc c'est vraiment un compagnon qui va pouvoir faciliter la vie des personnes âgées, puis aussi, tant que c'est un peu possible, en tout cas, atténuer un petit peu la difficulté des aidants. On sait, il y a quoi, 9 millions d'aidants en France, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et moi, c'est comme ça que j'ai créé la boîte au début. J'ai vu ma mère s'occuper de ma grand-mère et de ne plus avoir de vie et de stresser tout le temps. C'est un peu pour ça que je me suis dit, faut que je faisais de la robotique, il faut que je puisse contribuer à réduire aussi ce stress. Alors c'est génial de savoir qu'on est capable de faire ça en France, mais est-ce qu'on fabrique en France ?
Alors nous, en effet, la société elle est française, on est basé à Paris. On a tout conçu, que ce soit la mécanique du robot, le logiciel, l'intelligence artificielle, tout est fait ici. Les premières séries de nos robots, donc les premiers milliers de robots ont été faits en France, parce qu'on était attaché à ça, on est au Made in France. Sauf que les limites de produire en France, on les a connues pendant le Covid. Et donc, Covid arrivant, impossible pour notre fabricant français de se fournir en composants électroniques, etc. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de robots, on ne peut plus fabriquer, on ne peut plus rien faire. Donc, vas-y. Et donc, on a dû trouver une solution et les seuls endroits où on pouvait continuer de produire sereinement, avec l'accessibilité aux composants et tout, c'était en Chine. Donc en effet, là, les autres générations, les autres batchs de nos robots ont été faits en Chine. Avec, comme tu le disais, au-delà de la distance, il y a aussi une réactivité dont on ne se rend pas compte en France, alors qu'ils sont à l'autre bout du monde, c'est très rapide. C'est en effet. Alors en termes de prix, ça dépend ce qu'on fait. Puis sur les volumes aussi. Mais la réalité, c'est qu'en tout cas, nous, si on n'avait pas fait ça, on serait mort. Voilà. Donc on a été obligé de passer par la Chine. Et aujourd'hui, on est en train de se rapprocher d'une usine en France pour rapatrier la production. Ah, quand même, ouais. Oui, l'idée, c'est d'avoir en tout cas les deux possibilités. De produire en Chine au cas où, mais d'avoir vraiment notre site en France. Puis même en termes de réactivité, quand il y a un souci, c'est quand même très bien d'avoir la maîtrise. Évidemment, oui. Depuis le début, on parle création d'entreprise. Il n'y a pas que les créations, il y a aussi les reprises d'entreprises. Alexis, tu vas nous dire ce que tu fais, mais je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour me présenter, Alexis Roche, je suis le président, directeur général d'Assistel. Assistel est un opérateur de téléassistance, donc je pense que tout le monde dans la salle connaît la téléassistance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe du pendentif que la personne âgée porte autour du cou et qu'elle peut utiliser notamment en cas de chute. Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique, comme le disait Richard. Je ne suis pas du tout moi un créateur d'entreprise, puisqu'il n'y a pas que des créateurs dans la vie, il y a aussi des repreneurs d'entreprise. Et donc j'ai 40 ans et en fait j'ai repris un groupe qui est plus vieux que moi, puisque c'est un groupe qui a été créé en 1977 et un groupe en plus qui est implanté dans une région qui est un petit peu sinistrée, région Champagne-Ardenne et le département des Ardennes. Donc cette reprise, au-delà de développer une entreprise, ça a été aussi préserver des emplois, ça a été préserver un savoir-faire industriel. Quand on parle du Made in France, c'est pas que des machines, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont derrière. Donc un groupe qui a été créé en 1977, qui existe aujourd'hui toujours. Je pense que si j'avais pas fait cette opération de reprise, à mon avis, l'outil industriel en territoire aurait disparu. Aujourd'hui, donc c'est 40 salariés avec une filiale donc, qui fabrique le dispositif de téléassistance. On sécurise environ 17 000 personnes en France. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc des appels qui sont reçus dans notre centre d'assistance dans les Ardennes, c'est 350 000 appels qui sont traités chaque année. 350 000 appels, environ 8-9 000 chutes. Donc 8 à 9 000 situations où si la personne n'avait pas été équipée d'un dispositif, les conséquences directes et indirectes auraient été plus graves. J'en profite, donc Richard me tendait la perche, un petit message sur la reprise. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 1 50 000 entreprises créées chaque année. Il y a 50 000 reprises. Ça, c'est incroyable. Alors qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc là, on parle de création de reprises. Si on prend le côté un peu plus négatif, des disparitions. Vous avez en France à peu près chaque année 200 000 entreprises qui disparaissent. Sur ces 200 000 entreprises qui disparaissent, vous avez à peu près un tiers qui la cause défaillance financière. Les 2 tiers, il n'y a pas de poursuite d'activité. Le repreneur cesse tout bonnement son activité. Sur ces 2 tiers, vous avez 30 000 boîtes, enfin 30 000 entreprises en France qui ne sont pas reprises, faute de repreneurs. Donc vous faites un calcul très simple, 30 000 entreprises qui ne sont pas reprises, à peu près 5 à 10 salariés par entreprise, vous avez 150 000 à 300 000 emplois qui disparaissent tout bonnement chaque année. Disparition d'emplois, disparition de savoir-faire, l'impact qu'il y a sur les territoires. Donc merci effectivement de me donner l'occasion de parler non pas d'entrepreneuriat, mais de reprenariat. Et puis n'oublions pas que je représente moi le tissu des PME et qu'aujourd'hui les PME, à peu près 150 000 PME en France, c'est un tiers des emplois et c'est un quart de la valeur ajoutée créée en France. L'âge moyen aujourd'hui d'un dirigeant,
50 dirigeants, dirigeantes, 50 ans, la proportion des plus de 60 ans ne fait que progresser. Donc si on ne se pose pas la question de cette transmission d'entreprise, on peut effectivement développer de très belles filières, mais il faut aussi pérenniser nos emplois et nos outils. Et on est d'accord, toi tu fabriques en France? Alors c'est fabriqué en France, effectivement, à Sille-Petit, petit village des Ardennes, 4500 habitants. Ça c'est formidable. Alors je voudrais vous poser une question à tous là, parce que le Made in France c'est bien, on a l'impression que c'est une très belle étiquette. Mais au niveau des appels d'offres, comment ça se passe? Quand on sait que, par exemple, l'Europe ne reconnaît pas justement la préférence locale, est-ce que les appels d'offres, on vous aide quand vous êtes Made in France? Là, je parle aux entrepreneurs, les 4. J'ai des grands noms. Soyez honnêtes, on est là pour être très concret. Je vais évacuer la question. Je ne réponds pas aux appels d'offres, je m'adresse aux particuliers. Oui, d'accord. Je botte en touche et je laisse mes collègues répondre. Pour ça, on verra pour le particulier alors tout à l'heure. Rémi. Alors, je réponds aux appels d'offres en France et pas qu'en France, à l'étranger aussi. Donc en France, c'est bien, c'est un tout petit plus de dire on est cocorico, ça fait plaisir. Mais ça n'aide pas forcément? Ça n'aide pas du tout. Il faut être concret, faut être concret et très clair. J'ai pas une fois eu un marché en me disant c'est parce que vous êtes français. Si en Ukraine. En disant que c'était bien que ça vienne de la France. D'accord, ça veut dire qu'ils achètent toujours. Ça veut dire qu'ils achètent toujours, ils consomment toujours. D'accord, ça c'est intéressant. Rodolphe. Oui, non, je confirme, c'est le petit plus comme tu dis, mais il n'y a pas de case marquée. Si c'est Made in France, c'est la condition pour l'achat, pas du tout. Il faut être honnête. Romain. Je confirme ce qui est dit. Alors je le nuance juste sur un point. Nous, on accompagne les entreprises de nos membres à répondre à des marchés publics. Et le sujet, il vient des acteurs publics français. Il pourrait y avoir ce plus du Made in France. Aujourd'hui, les marchés publics, la façon dont ils sont écrits, il y a des clauses RSE, il y a des clauses. C'est un choix des acheteurs publics de ne le mettre que sur des questions de prix et pas sur des questions de RSE. Donc aujourd'hui, nous, on essaye de sensibiliser aussi Bercy, parce qu'on a parlé de filière silver économique, mais vous l'avez très justement dit, elle est connotée médico-sociale. Donc des acteurs ne veulent pas y aller. Alors déjà, nous, on parle aujourd'hui de filière de la transition démographique, parce que le sujet évoqué par Alexis, c'est un sujet de transition démographique. Le reprenariat n'a pas de silver economy. Et nous, on dit à Bercy, mais il y a la création d'emplois et de marché. Pourquoi on n'active pas ces clauses qui pourraient exister? Je ne parle pas de spécificité locale là, qui ne répondraient pas au droit européen, mais des clauses RSE de production locale et autres. C'est totalement faisable et légal de les mettre dans les marchés publics aujourd'hui. C'est les acheteurs publics qui ne le font pas. Et par contre, on a la chance de pouvoir accompagner le réseau des acheteurs publics, le RESA, aujourd'hui, chez Silver Valley, pour identifier des innovations françaises avant qu'ils publient leurs appels d'offres hospitaliers, pour qu'ils puissent, entre guillemets, parler de produits dont les marchés pourraient être répondus par ces acteurs-là. Donc ça commence, mais légalement, c'est possible. C'est juste une question de volonté politique. Donc qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Est-ce que personne leur dit? C'est un peu ça l'idée? Il n'y a personne pour faire remonter l'info ou quoi? Ou alors on attend, et le changement de gouvernement là par exemple, non, ça... je pense que quand même le Made in France, on est tous d'accord que ça coûte forcément plus cher et que les collectivités n'ont pas forcément envie de payer plus cher. Enfin, après Covid, il s'est quand même passé quelque chose. Nous, dans le handicap, on s'est battu mon entreprise, on a fabriqué des boîtes d'intubation pour que les personnes intubent et les médecins ne prennent pas de Covid. D'autres personnes ont fabriqué des masques en tissu et puis ont des annulations de l'État en disant on a trouvé moins cher une fois que c'était libéré, on a trouvé moins cher au Vietnam et ailleurs. Donc notre problématique, j'en ai plein d'autres des exemples. J'ai travaillé avec le Brésil, qui ont tout écouté ce qu'on disait, c'était magnifique, c'était parfait, avec la CCI de Saint-Étienne et BPI, puis qui m'ont dit, bon, alors la petite particularité du Brésil, c'est que nous, on fabrique tout chez nous. Donc c'est soit vous venez fabriquer là-bas, soit on prend vos projets, puis on les fabrique là-bas. Tant qu'on ne se protégera pas, les agriculteurs nous le demandent. Je suis parti de la ville de Saint-Étienne tout à l'heure, où tous les panneaux de Saint-Étienne sont écrits aujourd'hui Rio de Janeiro, etc. Juste pour essayer de faire comprendre que tant qu'on ne se protège pas, on n'y arrivera pas. On pourrait essayer de protéger l'Europe, mais là, on n'en est plus là. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de transversalité et il n'y a pas de logique. Enfin, en tout cas, dans mon activité professionnelle. Rodolphe? Ouais, juste pour ajouter, je pense que l'envie, elle est quand même là. Nous, on a eu la chance de remporter un appel d'offres avec l'éducation nationale. On a déployé des robots dans toutes les académies de France. Mais l'envie était là, donc ils ont essayé d'orienter l'appel d'offres pour que ça corresponde à notre robot. Donc c'est normal, c'est ce qu'ils voulaient, tel type de robot. Mais en effet, ils avaient envie de favoriser, en tout cas d'aider un acteur français qui produisait en France.
Mais comme tu dis, Romain, pour eux, on ne pouvait pas le faire. C'était pas possible. Donc, il faut trouver des moyens un peu détournés pour essayer de favoriser, le mot est un peu fort, mais d'aider en tout cas à ce que des boîtes françaises qui fabriquent en France puissent être sélectionnées et retenues, quoi. Isabelle ? Oui, à un moment donné, je parlais d'éthique et je pense que éthique et économie se rejoignent à un moment donné parce qu'en fait, quand nous, on expérimente, on propose à des seniors à domicile ou à des institutions hospitalières, médico-sociales, des solutions qui paraissent, alors qui sont efficaces, qui médico-économiquement sont tout à fait viables, mais qui sont intégrées dans les usages. Mais il faut qu'on se pose la question aussi de la pérennité. Donc tous les débats que vous avez, parce que sinon on va faire rêver. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je voulais des du concret, personnes, des institutions, on va les faire rêver sur des solutions qui leur sont utiles, qui vont être intégrées dans leurs usages quotidiens et à un moment donné, parce qu'il n'y aura pas de repreneurs, parce que derrière, ce sont peut-être des Ouïghours qui auront fabriqué des pièces et qu'à un moment donné, voilà, le gouvernement chinois aura décidé que voilà, on fait ou on ne fait pas. Enfin, toutes ces questions-là, elles ont aussi une résonance éthique. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on oppose les logiques éthiques et économiques. On voit bien qu'il y a des convergences et que, voilà, nous aussi, on doit être à vos côtés pour vous soutenir dans cette ambition du Made in France. Oui. Et ce qui est très paradoxal dans le secteur, c'est qu'il y a une reconnaissance du savoir-faire français sur le champ de la transition démographique. Aujourd'hui, on accompagne des membres qui exportent leurs produits français à l'étranger avec une vraie reconnaissance, pas du Made in France, mais juste de la qualité du produit et de l'innovation qui a été créée en France. Et quand on regarde en plus certains chiffres, moi je suis fasciné, on a des acteurs qui aujourd'hui vendent plus à l'étranger qu'en France alors qu'ils ont créé tous leurs produits en France et ont eu tout de l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que les marchés à l'étranger, des fois, sont moins émiettés, sont plus faciles d'accès, ils perdent moins de temps à aller sur ces marchés-là que sur les acteurs français. Donc le savoir-faire y est, l'expertise y est, et c'est juste comment on le valorise entre guillemets pour nous-mêmes à l'intérieur du pays, la question. Et peut-être qu'Alexis en parlera, donc j'arrêterai là. On a aussi une autre question sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est la logique de build-up, de création d'offres communes entre des grands groupes internationaux et des pure players de la silver economy française. On voit qu'il y a aussi un nouveau champ à ouvrir là-dessus, mais comme Alexis a une très belle action qui a été menée récemment, je pense qu'il va en parler. Eh ben, il va en parler, je crois. Oui, alors tout à l'heure, on parlait des marchés publics pour vous donner une autre vision aussi. Assistel, à l'origine, en fait, on a quelques clients qui sont des collectivités locales, donc on travaille exclusivement marché public. Donc là, on est début des années 2000. Après, on a un second cycle où on injecte beaucoup de marketing. J'ai mon responsable marketing qui est devant moi. On crée un territoire de marque. Vous avez peut-être entendu parler d'un bijou de téléassistance qu'on présentait il y a quelques années ici en avant-première, Framboise. On est passé ensuite donc en B2B2C, donc avec une communauté framboise, des auxiliaires de vie, des sociétés, des associations de services à la personne. Puis après, le Covid est passé par là. Aujourd'hui, on est un pure player en B2C. Et le Made in France, je sais que chez nous, ça porte ses fruits. Alors sans faire de jeu de mots, je dirais que c'est une approche globale. Il faut de la qualité de service aussi. Donc nous, on réunit à la fois le produit, on réunit le service. Vous l'avez compris, avec des équipes qui sont là depuis longtemps, avec du savoir-faire, une vraie stratégie qualité. On est certifié AFNOR qualité de service en téléassistance, des produits français, et tout ça, ça marque, ça touche les gens, d'autant plus qu'on cible en téléassistance un public qui n'a pas 20 ans, qui a plutôt 80-85 ans. On est sur une génération qui a besoin aussi et qui est rassurée par le Made in France. Et le chiffre, en fait, il est très simple. À l'origine, on part en appel d'offres. Aujourd'hui, un tiers de nos clients, c'est du bouche-oreille. Donc le bouche-oreille, il n'y a pas de secret. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Romain, il ne faut pas non plus tomber dans « je veux tout faire moi-même ». On est sur certains marchés, sur des produits technologiques, ce qui est le cas chez Assistel, secteur de la téléassistance. C'est très compliqué aujourd'hui de fabriquer en France des produits d'autant plus électroniques. On a une chaîne de production. Vous avez de l'obsolescence de composants. Vous avez, depuis le Covid, des stratégies d'achat qui ont complètement évolué. Pour vous donner un ordre d'idée, on a des fournisseurs de composants qui vous annoncent des délais. Là, vous commandez, vous avez vos pièces dans 26 semaines. Ouais, c'est très ou alors, vous avez un bateau qui va se mettre en travers du canal du Panama, ce qui fait que vous recevez vos composants 2-3 mois après. Enfin bref, le coût du stock, aujourd'hui,
les fournisseurs n'ont plus de stock. Le stock, il est sur la route. Donc, ce qui fait qu'à l'époque, votre banquier, quand vous aviez un stock trop important, vous disait que c'était de mauvaise gestion. Aujourd'hui, votre banquier, il dit finalement, c'est bien, vous sécurisez votre activité. Donc, on a aussi changé de paradigme. L'évolution des technologies, vous avez les réseaux de télécommunications qui évoluent. On est confronté à la disparition des réseaux 2G, des réseaux 3G. Donc, c'est sûr que quand vous êtes au milieu de tout ça et qu'en plus, il faut innover, est-ce que finalement, je recrée tout le temps des nouveaux produits ou est-ce que je ne m'adosse pas finalement à un grand groupe et c'est aussi ça qui est important. Relations start-up. On parle des startups, on parle des grands groupes, mais moi je suis convaincu que la PME c'est la courroie de transmission justement sur tous ces types d'acteurs-là. Donc ce qui fait qu'on a lancé effectivement, alors on va pré-commercialiser la première montre en fait en France de téléassistance grand public. Il y en a certains qui sont déjà équipés dans la salle du monde de téléassistance, ils ne le savent pas encore puisque on travaille avec Samsung. Dans l'idée c'est d'avoir un produit, la plus belle des téléassistances, c'est celle qui ne se voit pas. Donc vous aurez prochainement la possibilité d'offrir à vos proches une montre connectée qui ne ressemble pas du tout à une montre de téléassistance puisque c'est la montre de tous les jours. Une fois qu'on a dit ça, je fais un petit lien aussi avec Silver Valley parce qu'on parle de co-construction. Alors on peut avoir une PME, on peut avoir un grand groupe, sauf que là on est sur un secteur, la Silver Economy, qui est quand même très spécifique. Politique de la petite enfance, c'est assez facile, de 0 à 3 ans. Politique du vieillissement, le vieillissement est complètement hétérogène. Et donc, ce qui fait qu'on peut avoir des idées reçues. Alors, en plus, souvent, quand on regarde les entreprises, les services marketing sont assez jeunes, donc on est plein de bonnes idées. Et en fin de compte, on peut vite se retrouver en décalage. Et je vous donne juste un exemple. On a pu, et j'invite justement les porteurs de projets à rejoindre Silver Valley, on a pu participer à un concept crash. Donc, vous imaginez un panel en fait, de seniors. Vous leur proposez vos produits et ils vont les tester. Donc on leur a proposé il n'y a pas très longtemps de tester justement notre produit, donc en l'occurrence la Framboise Watch avec Samsung. On devait lancer le produit pour Noël, tout fiers de nous. Et en fin de compte, on ressort de ce focus group en se disant soit on sort un produit comme on l'a prévu à Noël, ou alors finalement on va peut-être revoir notre copie parce qu'on est passé à côté d'un usage. Et c'est très simple, on parle du vieillissement de la population, on parle de faire des beaux produits, d'avoir des produits qui répondent aussi à des besoins plutôt que de vouloir créer des besoins à ce type de population. Et on s'est aperçu qu'en termes d'usage, c'est très simple. Quand vous vieillissez, vous avez la peau qui devient de plus en plus sèche. Quand vous vieillissez, vous avez une vascularisation des tissus qui se fait moins bien. Et ce qui fait que derrière, vous avez peut-être autour de vous des exemples de personnes âgées qui vous disent tiens, le tactile, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est une question de physiologie du corps. Donc grâce justement au concept crash de Silver Valley, on a décidé de revoir un peu notre copie et de se dire non, il faut qu'on trouve une solution. Une montre ne peut pas être uniquement une montre avec un bouton tactile. Et on se rend compte qu'on en revient à la base, un bouton mécanique. Donc ce qui fait quand bien même on sort une très belle montre avec Samsung, on n'en occulte pas aussi les besoins et au-delà des besoins, comment le corps fonctionne. Donc on proposera un bouton tactile, mais on proposera surtout une touche mécanique pour que les gens puissent déclencher une alarme en cas de besoin. Ce que je disais tout à l'heure, l'expérience utilisateur, rien ne vaut ça. Il y a aussi des marques qui vendent avec une pomme, ça marche bien aussi, ils ont mis tu verras une couronne et tout. Bref, créer une boîte, avoir sa boîte, Made in France, tout ça c'est bien. C'est aussi des hommes, on en parlait tout à l'heure. Avoir des salariés, c'est pas si simple non plus. Avoir des salariés en France, c'est encore moins simple. On est d'accord ou vous fabriquez tous tout seul dans votre coin? Rodolphe. Oui, après on sait tous la lourdeur de l'administration et des charges en France. C'est ça maintenant. En plus. C'est ça que je veux dire. Oui, après, je rejoins ce que disait Romain tout à l'heure. On a quand même la chance en France d'avoir des gens hyper qualifiés. Alors nous, en plus, on est start-up dans la tech, donc on recrute plutôt des ingénieurs, etc. Et c'est vrai qu'en France, pour le coup, on a une qualité de formation qui est parmi les meilleures mondiales et un écosystème qui est vraiment top. Donc je pense quand même qu'on a beaucoup d'avantages concurrentiels par rapport à d'autres. Après, oui, en termes on travaille moins que des Chinois, c'est sûr. Les horaires ne sont pas les mêmes, le temps de travail sur l'année n'est pas les mêmes, même aux États-Unis. Maintenant, la qualité est là. Et on voit que même, si vous prenez des exemples avec des startups américaines qui sont ultra financées, des dizaines, des centaines de millions de dollars,
qui embauchent des centaines de... Finalement, ils n'ont pas forcément des résultats qui sont 10 fois ou 100 fois mieux que les nôtres, parce que voilà, on a quand même une certaine rigueur en France et voilà, une qualité de personnel. Donc voilà, c'est aussi une de nos forces qu'on doit mettre en avant. Bien sûr. Et les crédits impôt recherche, par exemple, ça c'est une manne, c'est... Rémi. Alors je rigole parce que je suis en plein dedans et que c'est la première fois que je le fais. Depuis la création de l'entreprise en 2010, j'ai tout auto-financé depuis le départ. C'est-à-dire que tout le monde me disait c'est une start-up, je dis oui mais rentable dès la première année. C'était mon intérêt, c'était de me battre pour essayer de toujours aller de l'avant et toujours rentabiliser le moindre projet, parce que je suis un commerçant je sors d'école de commerce, je sais faire que ça, c'est-à-dire la commercialisation des produits en fonction de l'usage, etc. Le crédit impôt recherche, c'est la première fois que je suis en train de remplir des dossiers, là, c'est magique. C'est magique parce que j'ai 3 personnes qui bossent dessus depuis 15 jours, pour tout vous dire, dont moi dans le train en venant. Je me suis fait aider parce qu'en France, on a plein de choses et des cabinets qui nous aident à monter ce genre de choses. Donc, on doit aussi revalider tout ce qui est écrit. On a de la chance d'avoir des crédits impôt recherche, sauf qu'en 15 ans, j'ai pas eu le temps de m'en occuper de ce genre de choses parce que réellement, c'est tellement long administrativement que c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Ça crée de l'emploi, visiblement, puisqu'il faut 3 personnes pour gérer ça. Alors, moi, personnellement, ça me bloque 3 personnes pour faire ça. Ouais, en plus du cabinet qu'on a pris, effectivement. Ah ouais, qui se paye, évidemment. Ouais. Parce que... Après, sur les salariés en France et le fait d'avoir des employés, personnellement, la force de mon entreprise, ce sont mes collaborateurs. Par contre, l'intérêt de mon entreprise, je l'ai vite compris, c'est pas de fabriquer l'ensemble des pièces, c'est de faire notre métier, de faire des prototypes de produits, de les tester, et d'aller les faire fabriquer à d'autres entreprises qui existent déjà. Je ne veux pas gérer 50 personnes ni 100 personnes. On est une dizaine, c'est très bien, ça suffit. Il y a déjà suffisamment de choses de la vie courante à gérer avec tout le monde. J'en parlais ce week-end avec mes parents qui étaient entrepreneurs et des amis à eux. Et je leur expliquais qu'aujourd'hui, nous, on ne choisit plus nos collaborateurs. C'est plus ceux qui nous choisissent. S'ils ont envie de venir faire un petit bout de chemin avec nous, se dire, tiens, on veut partir, rester. Faire la semaine, nous on n'a pas fait la semaine de 4 jours, mais de 4 jours et demi. En fait, la vie, elle n'est pas que d'argent, elle n'est pas plein de choses. Et en France, on l'a bien compris, il y a beaucoup de confort. Et moi, je suis très content que mes collaborateurs privilégient leur vie personnelle et très envie de faire plein de choses dans leur vie personnelle. Tant qu'ils n'oublient pas quand même que, comme ils m'ont dit il y a 15 jours, que c'est quand même AMR Concept qui les fait manger. Exactement. Camille, quand on démarre, est-ce qu'on va chercher un crédit impôt recherche? Est-ce qu'on va... vous n'êtes pas toute seule non plus, j'imagine. Alors, moi, je ne peux pas aller chercher du crédit impôt recherche, mais du crédit impôt innovation, oui. Innovation, ça a été fait pour la R&D de mes recettes. Certaines d'entre elles, en tout cas. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur la fabrication française tout à l'heure. Moi, c'est un choix qui a été fait dès le départ, qui est un petit peu l'ADN de mon produit. Donc, je vous ai parlé de sourcing tout à l'heure, mais la fabrication aussi locale se veut rester locale pour longtemps. L'idée, c'est que pour faire un produit honnête qui corresponde aux besoins des gens, qui soit qualitatif et où tout le monde s'y retrouve, il ne faut pas vouloir nécessairement avoir la meilleure marge possible. Il faut répondre à un besoin de manière concrète, prendre son temps. Il faut avoir le temps du déploiement. Aujourd'hui, je démarre le déploiement commercial avec des implantations en magasin physique qui débutent. Et il ne faut pas être pressé, il ne faut pas vouloir faire une culbute tout de suite, très rapidement. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Et je pense que pour que les choses tiennent sur le long terme, fabriquer pas très loin de chez soi, en région, rester en France, avoir un sourcing raccourci avec des ingrédients très qualitatifs, ça permet de grandir de la manière la plus sécurisée possible et en étant sûr de proposer quelque chose qui est adapté aux besoins du client. Moi, j'ai une interrogation quand même, parce que depuis le début, on parle quand même d'industrie, d'industrialisation, de réindustrialisation de la France. Mais est-ce que la France est faite pour ça? Est-ce qu'elle est faite pour produire en quantité? Ou est-ce qu'elle est encore faite pour produire en quantité? Romain. Je pense que le sujet est plus compliqué que ça, quand même. Premier élément de réponse, pour créer son entreprise en France, on a la chance d'être un beau pays, il y a un bon niveau académique, il y a des aides à la création d'entreprises. Il y a quand même beaucoup de belles choses qui existent. Deuxième niveau, la France a quand même du mal à sortir, mais là c'est plutôt culturel et bureaucratique, de l'expérimentation permanente. Si on veut créer des entreprises pérennes, il faut savoir pérenniser des dispositifs dans le temps. Et là, sur le champ du médico-social, la transition démographique, on voit qu'on n'en est pas toujours là.
Mais troisième question, et vous l'avez dit tout à l'heure, et moi je suis intéressé, il faut aussi sortir du mythe de la start-up nation qui pendant ces quelques dizaines d'années là, tout le monde voulait lever des fonds, brûler du cash. Non, nous notre ambition aujourd'hui c'est d'accompagner des boîtes qui deviennent des PME, qui se financent comme des boîtes sur de la dette, qui sont rentables comme besoin, et qui n'ont pas forcément besoin de chercher à terme la levée de fonds ou le crédit d'impôt recherche. Je pense qu'il y a eu un effet de mode sur la start-up et on a tous collectivement perdu de vue l'entrepreneuriat mais de territoire, la petite boîte locale qui se crée normalement. Donc aujourd'hui, par contre, la silver economy, on ne va pas se mentir, ça ne va pas réindustrialiser la France. Alors pourquoi ? Déjà, la silver economy, c'est majoritairement une économie de service. Là, on l'illustre par de la technologie depuis tout à l'heure, mais quand même, quand on regarde les chiffres de l'emploi sur la silver economy, c'est une technologie de service. Donc ce n'est pas une technologie d'industrie. Et après, l'industrie, les problématiques ont été dites tout à l'heure, la fourniture, l'échelle des supply chains, c'est pas la silver economy, c'est un tout petit secteur d'activité, même si on essaie tous collectivement de faire prendre conscience à Bercy qu'il y a un enjeu sociétal qui est très fort, mais on ira en s'alliant à d'autres forces de l'industrie sur ce sujet-là. Donc nous, on s'allie aujourd'hui à des fédérations professionnelles, on s'allie à des acteurs de développement économique qui défendent les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut porter la voix de la silver economy dans un environnement plus grand, celui du dev éco et des enjeux stratégiques. Et honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au résultat, mais on y travaille. Mais comme aujourd'hui c'est le Made in France, c'est pour ça qu'il y a plus d'industrialisation que les services. Les services, ça va être tout à l'heure, dans quelques minutes, effectivement. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut réindustrialiser ce pays ? Alors, moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur le modèle start-up dont il faut revenir un petit peu. Oui, bien sûr. Si mes questions, vous ne les aimez pas, je m'en vais. Oui, peut-être que pour l'agroalimentaire, ça reste encore un petit peu nécessaire, ce modèle-là, parce qu'avant de pouvoir atteindre des niveaux de productivité suffisants qui permettent de vendre un produit à un prix acceptable à des clients qui ne sont pas forcément tous très à l'aise financièrement, il faut avoir une dimension des machines, des capacités de production qu'une start-up ne peut pas aller chercher toute seule au départ. Donc on ne reste pas tout seul, on est accompagné, on a des partenaires techniques et puis on s'associe aussi. Et donc j'avais juste cette petite nuance à apporter. Pour l'agroalimentaire, c'est une industrie, l'agroalimentaire. Alexis. Oui, moi, mon commentaire, vous avez aussi la partie visible. Souvent, quand on regarde une entreprise qui est un succès, on va voir la partie visible, en gros, le produit, le service. Et en fait, on occulte la partie invisible de l'iceberg aujourd'hui, que ce soit une reprise, que ce soit une création d'entreprise. C'est pas uniquement avoir des idées, parce que je pense qu'on en a tous des idées. Derrière, on parlait tout à l'heure de fabrication, de gestion de personnel, de management. C'est aussi ça. C'est derrière de la gestion administrative, c'est de la gestion financière, c'est du quotidien. Et c'est sûr qu'on oublie des fois cette dimension. Et Silver Valley, on sensibilise aussi de plus en plus chaque porteur de projet sur le fait que, voilà, créer une boîte, reprendre une boîte, ce n'est pas uniquement avoir une idée. Derrière, on parlait de modèle économique. C'est ça, en fin de compte, quand on prend une définition d'une start-up, c'est une entreprise qui est en recherche de modèle économique. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, pareil, un petit commentaire aussi, je pense qu'on a vu, ça fait depuis 20 ans qu'on fait de la silver eco pour certains, tout ne peut pas reposer et tout ne doit pas reposer sur la puissance publique. Et que malheureusement, aujourd'hui, on voit encore des structures qui se créent. Moi, je suis banquier, je suis investisseur, je regarde, je me dis, là, dans 7 ans, si ça se trouve, ça n'existera plus. Donc, attention aussi aux très belles histoires qui alimentent les réseaux sociaux. Et puis, au bout de 7 ans, on ne va pas communiquer dessus, mais à l'arrivée, on se retrouve avec des entreprises qui disparaissent et des emplois qui sont perdus et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas terminer sans parler, on en a parlé un petit peu, Samsung, je parlais d'Apple, on ne peut pas éviter les GAFA, évidemment, qui vont arriver en force. Quand on fabrique et qu'on vend un robot, on voit Tesla qui se met sur des robots humanoïdes. Quand on fait de la téléassistance et qu'on voit qu'effectivement Apple, avec sa montre, on a la détection des chutes, l'appel immédiat, etc. etc. Pour vous tous, est-ce qu'on regarde ça, même Silver Valley, vous regardez ça ? Rodolphe. Ouais, juste avant de te répondre 2 minutes, je reprends ce que tu disais en termes de start-up qui sont à la course à la levée de fonds. Je suis assez d'accord avec toi, sauf qu'en effet, pour les sociétés hardware comme nous, et encore plus sur un produit comme nous, notre robot, qui nécessite beaucoup d'investissement en R&D et beaucoup d'investissement en industrialisation, malheureusement,
ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, on a besoin de beaucoup d'argent avant même de pouvoir commencer à dire regardez, on vend, regardez, il y a un marché et peut-être on va être rentable. Donc, même si c'est en effet, comme tu dis Alexis, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des super startups valorisées plus d'1 milliard, malgré tout, il y a quand même, dans le hardware, on a besoin d'argent. Quand on fait un produit, on a besoin de lever beaucoup de fonds. Et en termes de est-ce que la France est prête à se réindustrialiser, il y a beaucoup de belles paroles, même à la BPI. Mais quand on regarde les investissements, que ce soit par la BPI ou même par les investisseurs privés, des VC, en fait, ça fait encore beaucoup peur, le hardware, les produits. Et donc, il y a très peu d'investissements. Si vous regardez les pourcentages, les sociétés qui font des produits en France sont beaucoup moins investies, n'ont beaucoup moins d'investissements que des startups qui font du software. Donc, il y a quand même un vrai enjeu. Et je pense qu'en France, on n'a pas encore eu le vrai déclic, malgré les belles paroles, en se disant, investissons maintenant, que ce soit dans Buddy, dans d'autres, qui feront demain la réindustrialisation de la France. Pas que, bien sûr, mais une partie aussi. Puis ça rend aussi sexy un peu l'industrialisation, faire des robots, c'est sympa. Après, quant à ta question sur les gros qui arrivent sur le marché, heureusement qu'on les regarde. Et d'un autre côté, c'est très bon signe, parce que quand on est sur des technologies comme nous, aujourd'hui, on ne vit pas encore avec des robots. Donc quand on dit, moi je crois que demain on vivra tous avec des robots, les investisseurs, ils te regardent de loin, ouais, peut-être, on verra. Quand on voit des gros qui se mettent sur ce marché, c'est des bons signes. Voilà. Et c'est un marché qui n'existe pas, il y aura de la place pour tout le monde. Vous vous rendez compte que même encore maintenant, il y a des marques de smartphones qui se créent, alors qu'on a l'impression que le marché il est ultra saturé. Donc il y a de la place pour tout le monde. On aura nos spécificités à la française, entre guillemets, avec des robots mignons, marrants, entre guillemets. Mais sur, justement, comme tu disais, le marché de la Silver Echo, qui n'est pas un marché... c'est très gros, mais pas pour des GAFA. C'est ridicule. Ils veulent alimenter les milliards de personnes, pas les centaines de millions de seniors. Donc on aura de toute façon cette place qu'on peut prendre. Et puis quant aux robots humanoïdes, nous on a commencé par des robots humanoïdes chez Blue Frog. Et on a vu que les gens n'étaient pas prêts du tout à vivre avec des robots comme ça qui se baladent chez eux. Donc notre positionnement, c'est commençons par des petits robots sympas avec qui on a envie d'échanger, on n'a pas peur et ça viendra petit à petit. Et de toute façon, même en termes de sécurité, il y a tellement de problèmes à résoudre sur les robots humanoïdes. Vous assurez qu'un robot de Tesla ne tombera pas sur votre grand-mère quand il va venir lui apporter à manger, j'en sais rien. C'est pas demain qu'on arrivera à s'assurer de ça. Donc, il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, la robotique, l'intelligence artificielle change nos vies. L'arrivée de l'IA générative est un accélérateur pour des robots comme nous et pour plein d'autres usages. Et donc, on n'a pas à avoir peur de ces GAFA, mais au contraire, ils vont nous tirer. Et puis, dans une logique d'investisseurs ou peut-être même de start-upers, c'est aussi des portes de sortie de sociétés qui seront rachetées. Évidemment. Parce qu'en France, malheureusement, on a rarement les moyens, les grands groupes, malheureusement, on passe ces moyens-là. Donc, c'est aussi des opportunités de financement pour les sociétés comme nous, qui nous donneront demain les moyens de voir encore plus grand. Voilà. Le robot français saura peut-être faire la cuisine et Bocolila ira peut-être chercher un robot français, c'est ça? Rémi? Non, allez-y. Oui. En tout cas, l'idée c'est que les préférences des gens, ce qui soit proposé, les produits qui soient soit clé en main, soit tout prêt, comme ce que moi je peux proposer avec ma gamme Bocolila, soit tout ce qui est aide culinaire, parce qu'en fait il faut pas se voiler la face. Les grands groupes agroalimentaires, ils regardent de près tous ces aides culinaires, tous ces Magimix, tous ces Thermomix qui font des choses extraordinaires. Sans doute que ça dessine des collaborations futures sur ce qui est possible de faire avec le produit, mais aussi avec la machine, et puis peut-être pourquoi pas avec le sourcing, les fournisseurs qu'on peut mettre en relation, tout ce monde-là, pour qu'on puisse avoir quelque chose de qualitatif au domicile chez les gens. Donc ils peuvent servir de brise-glace, en quelque sorte. Fait. D'accord, je comprends. Donc pour résumer, pour terminer, le Made in France, c'est plutôt un atout ou faut bosser quand même? C'est une volonté. C'est une volonté, mais c'est une volonté, il faut se donner les moyens dans la mesure du possible pour tenir cet objectif-là et après être réaliste dans la manière d'y arriver. Après, je passe là. Isabelle? C'est aussi très rassurant parce que là, pour rebondir, faire le lien avec le sujet précédent sur les GAFAM, comme nous faisons dans les Gérontopoles pas mal de recherches cliniques, nous sommes très sensibles aussi à la protection de la donnée de santé.
Et c'est vrai que ces robots peuvent, comme les montres, peuvent recueillir un tas de données personnelles. Et les seniors sont très soucieux aussi de savoir qui collecte leurs données de santé. Exact, ouais. Et du coup, au moins, on sait que quand on discute avec un acteur entrepreneurial français, on sait que les données vont être collectées, a priori, en France, sur des hébergeurs agréés données de santé. C'est extrêmement rassurant. Et pourquoi, parfois, les seniors ont du mal à adopter certaines technologies, c'est aussi parce que on ne leur donne pas la transparence sur l'IA, sur quels sont les algorithmes, où sont stockées mes données, qui va avoir accès à mes données. Parce que mes enfants, par exemple, souvent j'entends des startups qui viennent nous dire oui, la donnée, elle va être donnée à mes enfants. Je dis, mais attendez, vous, demain, vous avez vraiment envie que vos enfants connaissent tout de vous, que vous soyez totalement transparent vis-à-vis de vos enfants. Est-ce que c'est le monde de demain que vous souhaitez ? Donc toutes ces questions, je pense qu'avec un acteur français qui partage les mêmes réglementations, RGPD, protection de la donnée de santé, avec qui on a des valeurs éthiques aussi communes, je crois qu'on peut avoir ce langage commun et créer les conditions de la confiance entre le consommateur et puis tout ce que vous produisez de pertinent. Rodolphe, il reste 15 secondes. Ouais, juste très vite, en effet, c'est exactement ça. Je pense que contrairement à des GAFAM et autres, on a une vraie dimension éthique. Nous, en tout cas, chez Blue Frog, on a créé un département éthique. On a rédigé des livres blancs de la robotique et de l'IA, de l'éthique de la robotique et de l'IA. On organise même tous les ans une conférence là-dessus. Et c'est aussi, je pense, une plus-value et un différenciant en France où on se pose beaucoup plus de questions sur les biais que peuvent entraîner l'usage des technologies, surtout auprès de personnes fragilisées. Je crois qu'on peut les applaudir. Vous êtes formidables tous les 6. Merci beaucoup.